Salut Amaury, comment tu vas? Salut Thomas, ça va et toi? Très bien, dans le froid, dans la neige, Ouais. mais je suis là à temps. Écoute, c'est la troisième fois que je te reçois, Amaury. Je suis très content de te recevoir sur le podcast pour parler du coup d'immobilier résidentiel commercial. Mais cette fois-ci, on va le tourner différemment. On va parler plutôt cas pratique parce que voilà, j'invite les auditeurs à aller écouter l'épisode 1 et 2. On a beaucoup détaillé l'immobilier commercial résidentiel, même si on va en faire un petit topo. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse des cas pratiques et qu'on parle un petit peu voilà, des abonnés qui t'ont rejoint et voir un petit peu leur projet. Mais avant ça, est-ce que, voilà, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter rapidement et expliquer rapidement en quoi consiste l'immobilier commercial résidentiel. Ouais, alors ce qui est bien, c'est que vu que ça fait la troisième fois, il y a mon âge qui évolue aussi. Donc maintenant, j'ai 27 ans, Amaury, Amaury Tardier. Je fais de l'investissement immobilier depuis 2018. Et en effet, avec une spécificité qui est d'acheter du résidentiel qu'on loue à des personnes morales, donc des entreprises ou des organismes publics, notamment associatifs, qui vont loger les publics quand on en a besoin. Et donc ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Kiros. Je ne sais pas si je l'avais avant. Tu vois, il y a le Non, tu n'avais branding pas qui le polo évolue. là. Du coup, là, tu fais ta promo Voilà, vestimentairement parlant. c'est ça. Mais tu sais que ça marche parce que hier, je suis allé à un événement hier soir et le gars me dit ah, je te connais. Ah, ouais, je t'ai vu dans une pub. Et en fait, le branding en étant partout, et ben à force, les Ça gens te marche. voient. Donc voilà, on a une société qui s'appelle Kiros. Aujourd'hui, on est 11, alors avec des alternants, des freelances. On va être 12 d'ici fin janvier, donc on est en janvier 2026 quand on tourne. On recrute une assistante de direction, là pour le coup en salarié. Et comme Mhm. je dis, adulte, puisqu'on a des alternants, mais ils sont adultes au sens propre du terme, mais ça reste des jeunes. Donc voilà, Tu on te est. considères déjà comme vieux à 27 ans, c'est ça? Non, mais par contre, c'est vrai que tu vois, on a des alternants qui ont entre 20 et 22 ans selon les profils. En fait, ça change beaucoup, hein. Ça change Mhm. énormément, hein. Déjà, rien qu'entre 20 et 22 ans, c'est pas la même chose. Donc là, entre 20 et 27 ans, Tu vois la bah, différence. Ouais. ouais, parce ils ont jamais été dans le milieu d'entreprise ou très peu. Genre, ils ont fait 2 3 expériences l'été chez McDo Mhm. et du coup, ouais, ça change énormément de choses, ouais. Et notamment parce que assez récemment, on est passé avec des profils freelance adultes, entre guillemets, qui ont entre 35 et 40 ans. Allez, entre 30 et 40 ans, au-delà des chasseurs. Et j'ai vu le changement drastique sur l'activité. Alors, ça nous coûte Mhm. plus cher, hein, forcément. Mais par contre, l'activité a évolué à une vitesse grâce à l'arrivée de ces profils-là. Donc, Ok. c'est ce que je disais hier, il y avait des gars qui étaient là, 2 personnes qui étaient là, et c'était intéressant parce que je suis passé exactement par les mêmes étapes qu'eux. Déjà au Mhm. départ, tu sais, tu me posais la question, tu me disais au départ, tu avais 2 entreprises. Quand tu commences, tu as plusieurs entreprises, puis finalement, après, tu te focuses sur une, Mhm. celle qui fonctionne le mieux. Et puis tu sais, au départ, on te dit, bah oui, mais il faut recruter, machin. Mais au départ, t'as pas d'argent. Donc en fait, tu recrutes des stagiaires qui sont Mhm. gratuits, parce que si tu les prends moins de 10 semaines, ou 10 semaines maximum, après, tu prends des alternants. Et puis ensuite, tu t'entoures de freelance et après, potentiellement des salariés en temps plein. Mais bon, il faut avoir les ressources financières pour pouvoir le faire. Et c'est vrai que je vois au fur et à mesure que la qualité et le delivery va dans ce sens-là, puisque on peut se permettre de recruter des profils plus Mhm. intéressants. Mais bon, ça prend du temps, hein, et ça se fait pas du jour au lendemain. Ok. Et du coup, là, Kiros était fondé il y a combien d'années déjà? Alors, Kiros, officiellement, ça a été fondé le 1er janvier 2024. Ok. Officieusement, ça a été fondé en octobre 2023. Et je dirais que moi, cette activité-là, je la fais enfin, j'ai lancé une première structure le 1er mai 2020, Mhm. qui s'appelle Rentimo, qui existe toujours d'ailleurs, à ma connaissance. Et donc, avec mes associés, ça ne l'a pas fait en octobre 2023, fin septembre, début octobre 2023. Et donc, moi, je suis parti de mon côté avec une partie de l'équipe. Et Mhm. donc, on est reparti à 3, en l'occurrence, pour refonder Kiros en 2023, fin 2023, officiellement déposé début 2024. Et donc là, ça fait 2 ans que cette société existe, mais en réalité, ça fait 5 ans qu'on fait de Ouais, l'accompagnement clé en main. tu as l'expérience aussi pour le faire. C'est aussi pour ça, je t'ai évoqué les chiffres tout à l'heure. Enfin, je veux dire, une croissance comme ça en 2 ans, c'est très compliqué, surtout dans l'industrie du Mhm. service. Donc en réalité, ça fait plutôt 5 ans cumulés, même si au départ, on faisait pas grand-chose. Mais puis parce que j'étais étudiant à côté aussi, donc c'était Ok. compliqué de tout faire en même temps. Est-ce que tu peux récapituler rapidement le concept du coup de ta niche dans Hmm. l'immobilier, qui est quand même une niche pas courante, hein, l'immobilier commercial résidentiel? J'en vois de plus en plus, hein. Ah ouais? Ah ouais. Je pense que C'est quand que on ça s'est vu la marche? première fois il y a 2 ans, je connaissais personne ou pas grand monde qui le faisait, ou des gens, tu vois, mais qui le faisaient pour eux-mêmes. Là, on a de plus en plus
de profils d'entreprises avec qui on travaille et qui font un métier pas exactement le même que le nôtre, mais qui font un métier similaire. Donc, Ok. il y a de plus en plus de personnes sur ce type d'activité. Euh, alors, ta question, c'était quel est notre métier, c'est C'était ça? non, que tu puisses expliquer simplement le concept de l'immobilier Ouais. commercial résidentiel. Alors, le concept, il est très simple, c'est de se dire que quand on investit dans l'immobilier, on a deux grandes familles. L'immobilier d'habitation, donc le résidentiel, et l'immobilier d'entreprise. Mhm. Et on se dit que dans les deux familles, il y a des avantages et des inconvénients, comme souvent. Résidentiel, l'avantage, c'est la résilience de l'actif. C'est quoi qu'il se passe, grosso modo, on aura besoin d'un toit. Alors, comme je disais la dernière fois, peut-être qu'un jour, on vivra dans des capsules, mais c'est probablement pas tout de suite. Ouais. Donc, on est plutôt tranquille sur cet actif-là. Néanmoins, l'une des problématiques, c'est notamment la réglementation. L'État qui va, par exemple, dans certaines villes, plafonner le loyer. Et donc, juste pour précision, c'est pas l'habitation, le résidentiel qui est réglementé, c'est le bail d'habitation. Et ça, c'est très important parce que du coup, c'est l'intérêt de l'immobilier d'entreprise et pas que, mais qui intervient. Donc voilà, maintenant qu'on a dit ça, on sait qu'on a une résilience de l'actif qui tient dans le temps. Je sais pas si toi, tu as fait de l'habitation, mais souvent, c'est pas le problème. Oui, tu m'avais dit d'ailleurs, c'est pas le problème de louer un logement en habitation, c'est plus tout ce qui va se passer derrière, en fait, les problématiques qu'on peut avoir. Et de l'autre côté, on a l'immobilier d'entreprise qui, lui, est très intéressant, notamment quand on veut développer son patrimoine. Donc, immobilier d'entreprise, c'est entrepôts, locaux commerciaux, bureaux, enfin voilà, j'en oublie. Et donc, ce secteur-là de l'immobilier d'entreprise, aussi des fois appelé un peu immobilier commercial, même si l'immobilier commercial est plutôt normalement destiné au commerce, mais en réalité, ça peut être aussi un abus de langage d'utiliser ce terme-là pour désigner cette activité-là. Bien, il a plein d'intérêts, notamment contractuels, puisque du coup, quand on va louer un bien, un local ou un entrepôt ou autre à une entreprise, ben on va louer en B2B. C'est potentiellement une SCI ou même une personne physique, mais qui va louer à une autre entreprise qui va louer ce bâtiment. Et donc, ça, en France, on considère que du coup, d'un point de vue contractuel, les deux parties prenantes sont égaux. Ce qui n'est pas le cas quand on loue à une personne physique. Et donc, l'État va avoir tendance à protéger la partie la plus faible. C'est tu sais, je crois j'avais donné cet exemple en disant un peu, tu sais, comme quand tu achètes par exemple un vêtement en ligne, bah alors je sais pas aujourd'hui combien c'est, mais à l'époque, ça devait être 14 jours pour le rendre. Parce que on veut protéger le consommateur. Ouais. Et c'est la même chose en immobilier. Et donc, en immobilier d'entreprise, on ne le fait pas. Sauf que la limite en immobilier d'entreprise, et nous, c'est notre thèse immobilière, c'est de se dire que dans le temps, il y a une forte décroissance de cette activité, au mieux une stagnation, parce que on a une évolution de marché, notamment une digitalisation de plus en plus forte. Et j'étais en Chine, on pourra en parler cet été. Je pense qu'en France, on a même encore du retard sur beaucoup de choses, et il y a des choses qui arrivent où on digitalise de plus en plus. On ne dit pas, nous, que ça va disparaître. On ne pense pas que ça va disparaître, loin de là. Je pense que ça va continuer à exister. Mais simplement, la tension du marché va se réduire au fur et à mesure du temps, parce que les acteurs auront le choix de louer ou pas un local commercial, de louer ou pas des bureaux. Comme nous, aujourd'hui, nous, on a été incubé à Station F, je pourrais t'en parler si ça t'intéresse. Mais du coup, on a un bureau là-bas, mais on y va peu en réalité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le programme, c'est pas tant le bureau. On a aussi un bureau à Carquefou, mais en réalité, je pourrais y revenir, mais on l'utilise aussi, il fait office de logement, donc il nous sert sur un double sujet. Donc en fait, c'est un peu cette évolution-là du marché que nous, on imagine, même si elle se fait lentement, parce que tu vois, on a commencé à se parler il y a 2 ans et demi, peut-être, le premier podcast, peut-être un peu plus. Et aujourd'hui, le marché reste quand même similaire, mais néanmoins, on imagine peut-être une décroissance sur ce marché-là, même si de mon niveau, je sais pas toi, mais en tout cas, je vois de plus en plus des discours, là où auparavant, c'était pas le cas, mais notamment sur des locaux commerciaux. Tu vois, hier soir à la soirée, il y avait une dame qui disait « Ah, je vois des gens qui investissent dans des locaux commerciaux, ils gagnent très bien leur vie. » Et tu en avais 2 autres qui étaient là et qui ont dit « Bah, moi, j'ai investi. Et je peux te dire que je gagne pas très bien ma vie avec des locaux commerciaux. » Donc, il y a de plus en plus de discours quand même qui vont dans ce sens-là. Quand je vais dans la rue, tu vois, moi j'habite dans le 11e arrondissement, qui est quand même un secteur où il y a une tension quand même assez importante. Bah, il y a quand même pas mal de locaux vides. Et quand je fais, il y a sur une vitrine à vendre et sur l'autre à louer. Donc voilà. Donc notre Alors qu'on thèse. est à Paris quand même. Donc c'est quand même. Alors qu'on est à Paris. Je pense que, notamment dans les villes françaises de région, tu as les artères principales qui perdureront sans problème, mais les artères secondaires qui pourront tenir, mais avec des loyers qui vont évoluer. Et donc, maintenant qu'on a fait ce constat-là, nous, on s'est dit, on va pas faire l'un ou l'autre, on va faire les deux en même temps. Donc, on va prendre la résilience de l'actif d'habitation et en même temps les intérêts de l'immobilier d'entreprise. Et donc, on va prendre un logement qu'on va louer à une entreprise qui va loger ses collaborateurs. Ça, c'est la thèse du départ. Et puis ensuite,
en développant, on s'est rendu compte que, au-delà des entreprises qui pouvaient loger leurs collaborateurs, il y a aussi des entreprises qui peuvent en faire le commerce, par exemple, en sous-louant, si tu vas en région, qui vont pouvoir louer ton logement et le louer en courte durée, en moyenne durée si c'est à Paris, par exemple. Après, on va avoir aussi des structures qui vont, comment dirais-je, des associations qui vont loger des profils type femmes battues. On a des malades du sida, par exemple, sur un appartement. Enfin voilà, on a des exemples comme ça. Et puis après, on a aussi, alors là, c'est un marché assez nouveau que je découvre, mais notamment, et là, c'est tout récent, pour en parler si tu veux, mais je le mettrai ici, tu vois, pour faire les quatre. Pour ceux qui sont en audio, le verront pas, mais la quatrième boule que j'ai découvert il y a pas longtemps, les écoles étrangères qui vont loger les Ok. étudiants pour les semestres, en fait. Et là, sans trahir de secret des dieux et sans aller dans le détail, puisque c'est un partenaire à nous avec qui on travaille sur ce projet-là, qui a fait venir, tu vois, là, le 5 janvier, donc on est quoi? On est le 6 ou le 7, c'était lundi, on est mercredi. Et bien, le 5 janvier a fait venir 250 étudiants qui viennent pour un semestre à Paris. Et ça, a priori, il y a beaucoup d'écoles qui viennent à chaque fois et qui ont du mal à loger ces étudiants-là. On est d'accord que c'est différent du logement étudiant traditionnel. Ça va être, si tu veux, c'est que eux, la manière dont on l'exploite avec eux, c'est comme si on faisait de la colocation. Donc en fait, on va louer à la chambre et ces étudiants vont venir pendant un semestre, donc 4, 5, 6 mois. Et en fait, c'est l'école qui loue directement les Oui, logements. donc du coup, ton locataire, toi, c'est la C'est personne l'école. morale qui est une école privée. Exactement. Ouais. Donc, ce qui est différent du logement étudiant où tu loues à une personne Exactement. physique. Exactement. Et surtout là, en l'occurrence, nous, on n'a pas eu l'ensemble, mais tu vois, c'est 250 étudiants qui viennent au semestre. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, tu vois, là, il y a un premier semestre dans l'année, mais tu as un deuxième semestre dans l'année, et puis tous les ans, ça reprend. Donc Ok. tous les ans, tu as les étudiants qui viennent. Mais par contre, en termes de gestion, plus de turnover aussi, j'imagine. Vu que les étudiants restent que 6 mois, tu as la. Ouais, mais du coup, ils partent, et puis il y a d'autres étudiants qui reviennent. Parce que je veux dire, c'est que la Potentiellement. gestion, le turnover, est-ce que c'est à Kiros de gérer ou c'est à l'école de Non, gérer non, son c'est turnover? tu veux dire, par exemple, s'il y a un étudiant qui change Ouais. ou... Ah, bah, si, c'est l'école qui C'est gère. l'école qui gère. Ah, ouais, ouais. Non, non, Donc c'est c'est l'école toi, qui tu gère. t'évites de la gestion, le turnover, les Ah, oui, oui. entrées-sorties, les Ah, oui, oui. machins. Bah, c'est comme une entreprise, c'est pareil. Hmm. S'ils changent de collaborateur, c'est la même chose. Ok. C'est le Et même- rappelle-moi, alors, je connais un peu la réponse, mais les travaux, du coup, Ouais. qui prend en charge les travaux? Si jamais, tu veux dire quand le locataire... Quand le à quel locataire- moment? Ouais, bon, au Quand on moment de- achète ou quand on loue? Quand tu loues. Au Quand- moment où tu vas louer. Alors, ça dépend des négociations qu'on a. Ok, mais c'est un truc qui se négocie avec voilà. la personne morale, c'est ça? Des fois, ça peut... En gros, il y a 3 solutions. Alors, quand on loue de l'habitation, classique, sur un bail d'habitation, c'est au propriétaire de prendre en charge les travaux, sauf certains qui peuvent être à la charge du locataire. Typiquement, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, mais le mitigeur fonctionne plus ou des défaillants, le locataire peut être amené à changer, ça peut être ce genre de choses. Je me trompe peut-être, mais je sais qu'il y a des choses comme ça qui sont à la charge du locataire, je ne les connais plus par cœur. Quand on loue en effet à une personne morale, là notamment sur ces deals-là, par exemple, il peut y avoir 3 choses. Soit c'est le propriétaire qui prend en charge parce que le loyer est très élevé et donc du coup le locataire est exigeant. Typiquement, là, cette école, elle paye à Paris intramuros 1 400 € la chambre par mois. Donc tu vois, c'est Ouais. quand même relativement élevé. Surtout pour une chambre, ouais. Pour te donner une idée, on a un appartement qu'on a fait avec eux. Enfin, on en a plusieurs, mais je peux te donner au moins un exemple. Un appartement dans le 20e qui fait un peu plus de 100 mètres carrés. Je crois qu'il fait 105 mètres carrés ou 106 mètres carrés. On a mis 6 chambres dedans. On l'a rénové complètement. Ça fait 8 400 € par mois. Donc, c'est quand même relativement intéressant. Et l'investisseur, alors, il ne faut pas le prendre pour argent comptant et on ne fait pas que des projets comme ça, mais c'est pour donner un exemple. L'investisseur, le projet global, ça lui a coûté 690 000 avec nos frais. Donc, ça reste intéressant pour du Paris intramuros. Ouais. Donc, soit, dans ce cas-là, quand le locataire paye très cher, bon, bah, le propriétaire prend en charge. Parce que, voilà, c'est donnant-donnant. Soit, on peut avoir une franchise de loyer. Typiquement, le locataire dit je m'en occupe, j'avance les travaux, je fais les travaux et donc derrière, ça sera à vous de... Enfin, j'en ai par exemple pour 50 000 de travaux et on lisse sur les premiers loyers, on fait ouais. 50-50, ça peut être ça, 25 000 pour le locataire, 25 000 pour le propriétaire et il lisse sur les premiers mois de loyer. Soit le locataire prend en charge les travaux, ce qui peut arriver aussi selon les projets. Est-ce que dans les 3 cas que tu as décrits, est-ce que c'est des clauses qui sont du coup prévues dans le bail ou c'est des choses qui se négocient au cours du bail? Ah non, ça se négocie dès le départ, ouais. Souvent, Dès le ça se départ. négocie dès le départ. En fait, nous, sur les projets qu'on achète, la plupart du temps, on les rénove au départ. Donc, soit, nous, on a 2 manières de proposer des logements. Soit on a des logements qu'on a fait acheter à des investisseurs, typiquement avec des profils qui sont venus par le podcast, on en parlera tout à l'heure, j'imagine. Et donc là, dans ce cas-là, on rénove complètement le logement. Et le logement est mis à disposition du locataire, il est déjà propre, donc c'est à lui de le maintenir. Soit on va récupérer ce qu'on appelle faire de la captation dans le diffus. Et donc là, on va récupérer des logements avec différentes sources d'acquisition.
On en avait parlé, je t'avais évoqué Mhm. nos sources d'acquisition. Et donc, là, ces appartements-là sont parfois pas optimisés. Typiquement, on récupère un T2 dans Paris qui fait 55 mètres carrés et il n'y a qu'une chambre. Et nous, on sait que on va louer plus cher si on met une deuxième chambre. Donc là, il y a des travaux qui vont être faits. On rajoute une cloison, par exemple. On en a pour, je sais pas, je dis une bêtise, mais 3 000 euros. Bah là, souvent, ce qui se fait, c'est une franchise de loyer avec le locataire qui dit, OK, je prends en charge, je m'occupe des travaux. En contrepartie, on le déduit des premiers loyers. Souvent, c'est un deal comme ça qui se négocie. Ok. Voilà. Du coup, je te propose, Amaury, que vu qu'on est au troisième épisode et qu'on parle de cas pratiques, donc si je dis pas de bêtises, hein, il y a eu quelques auditeurs qui sont venus Ouais. de ma part l'idée, ce qu'on avait dit, hein, pour cet épisode, c'est qu'on parle un peu de ces cas pratiques. Alors on va garder l'anonymat, mais on va quand même citer leur prénom, donc s'ils se reconnaissent, ils peuvent d'ailleurs mettre un petit commentaire pour nous faire coucou. On en a parlé avec Thomas, on s'est dit que les prénoms, pas les noms de famille pour Ouais, l'anonymat, c'est ça. mais si vous voulez vous manifester, avec plaisir. Vous pouvez mettre un petit commentaire pour dire voilà, que vous existiez vraiment. Donc il y avait Louis et Pierre, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y a Louis, Pierre, je t'ai envoyé, je crois qu'on s'était dit 3 cas Ouais, pratiques. on va parler de 3 cas, alors il y en a eu un petit peu plus, Et mais on va Louis, parler de 3 Pierre, cas. et en l'occurrence, le troisième cas que je t'avais envoyé, c'est Michael. Ouais. Alors on va afficher à l'écran, alors désolé hein, pour ceux qui sont en podcast, mais on va afficher à l'écran les fiches qu'Amaury m'a envoyées pour que vous puissiez voir un petit peu ce que je vais lire là à l'écran. Je voulais commencer par le premier, du coup, qui est à Saint-Nazaire, qui est un T4, hein, une location meublée longue Donc durée. ça, c'est Louis, ça. Donc c'est Louis, donc c'est une maison. Alors, je vais lister un petit peu ce qui est écrit dans sa description. Donc, il y a 80 mètres carrés, 3 chambres, 2 WC, qu'on est proche du centre de Saint-Nazaire et donc quartier recherché. En travaux, il y a... Est-ce que ça peut être intéressant, je me permets de te couper, pardon, mais Dis-moi. d'expliquer aussi les villes, pourquoi on y est et comment ça s'est organisé? Bah oui, complètement, parce que du coup, on va parler de deux villes principales, hein, Saint-Nazaire, enfin, deux zones principales. Il y a Ouais. la région parisienne et la région de Nantes. Hein, si je Nous, dis pas de nous bêtises. aujourd'hui, on est présent donc sur, en effet, tu l'as dit, Saint-Nazaire, Nantes, Rennes et Paris-Île-de-France. Mhm. Alors, pourquoi on est présent sur ces zones-là? Pour la simple et bonne raison que moi, je suis originaire de Vannes. Mhm. Enfin, Donc, tu connais le secteur un peu. Voilà, Tu connais un peu le coin. j'ai grandi une partie de ma vie à Vannes. Et ensuite, j'ai fait mes études, et notamment au Densia à Nantes. Donc, c'est pour ça qu'on a développé Nantes au départ. Et Saint-Nazaire, qui est une ville proche, et une ville extrêmement développée sur la partie industrielle. Je sais pas si tu as vu, là, il y a eu des reportages télé, pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, où ils ont lancé le nouveau porte-avions. Tu sais, on en avait parlé à l'époque, Ouais. je sais pas si tu te souviens. Mais je sais que Saint-Nazaire, c'est connu en tout cas pour l'industrie maritime, quoi. Enfin, Voilà. Alors, il y a 3 grosses industries. Alors, il y a les chantiers d'Atlantique et Naval Group. C'est 2 choses différentes. Chantiers de l'Atlantique, ils vont plutôt faire les gros paquebots. Naval Group, ils vont plutôt faire les bâtiments militaires. Donc, typiquement, le porte-avions. Donc là, ils ont signé Saint-Nazaire, chantier de l'Atlantique, 4 nouveaux bateaux. Donc, je dis 4 bateaux, on peut s'imaginer une barque, mais chaque bateau, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est autour des 1 milliard ou 1,5 milliard le bateau. Ouais. Donc, ça fait quand même Ça fait du monde à loger, quoi. ça fait un peu de monde. Là, c'est pas compliqué. Les stats, de toute façon, vous pouvez les retrouver sur Internet. Vous allez sur Google, vous tapez Saint-Nazaire actualité, ou vous demandez à Gemini si vous voulez gagner du temps, puisque aujourd'hui on peut. Et vous demandez le nombre de personnes qui arrivent. Sauf erreur de ma part, en tout cas, c'est ce qu'a indiqué le maire sur TF1, pas plus tard qu'il y a une semaine ou 2. C'était il y a 2 semaines, puisque j'étais à Noël chez mon grand-père. Donc, tu vois, je me souviens, je l'ai vu avec lui. Il m'a dit, il m'appelle Chouchou, il m'a dit, Chouchou, viens dans le salon, il parle de Saint-Nazaire. Parce qu'ils savent qu'on a Il y investi à a des Saint-Nazaire. bonnes nouvelles business pour toi. Voilà. Bon, après, c'est ce que parce qu'il me dit, ah, t'as vu, t'as de la chance à Saint-Nazaire. Je dis, bah, c'était prévu, en fait. mais du coup, c'est parce que je crois que Emmanuel Macron est allé à Saint-Nazaire pour annoncer la construction du porte-avions. Et puis, accessoirement, vu l'état actuel du monde, j'imagine qu'il n'y aura pas qu'un porte-avions qui va être construit dans les années à venir, malheureusement. Donc, le porte-avions, alors je sais plus combien de milliards c'est, mais c'est pareil, c'est énorme. Donc, on a Naval Group, chantier de l'Atlantique. Ça, c'est juste pour Saint-Nazaire, et après, j'expliquerai pour les autres villes. On a Airbus. Donc Airbus qui est aussi très présent à Saint-Nazaire et donc où il y a beaucoup de sociétés qui travaillent là-bas. Après, il y a plein d'autres activités. Et la raffinerie de Donge, donc là, sur la partie pétrole, et où il y a aussi pas mal d'industries. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Et je ne l'ai pas donné la data tout à l'heure, mais du coup, le maire de Saint-Nazaire, je suis allé un petit peu vite, mais a expliqué qu'il y avait 15 000 nouveaux arrivants pour une ville de 62 ou 63 000 habitants d'ici 2030. Ah ouais. Donc là, tu vois, on est janvier 2026, sur 4 ans, tu as 15 000 nouvelles personnes qui vont arriver. Ce qui est
énorme pour une ville de cette taille-là. Surtout que je t'apprends rien en te disant que les chantiers de promotion sont plus ou moins à l'arrêt. Donc, Forcément, pénurie de logement. exactement. Et j'ai envie de dire, l'opportunité, elle est même pas que elle est même sur l'immobilier en général, peut-être l'opportunité sur Saint-Nazaire. Ah oui, oui, oui. Ah bah bien sûr. Ah, je pense qu'il va y avoir de toute façon, il va y avoir une concentration énorme parce qu'il va y avoir des besoins importants, des investisseurs qui vont venir aussi sur le marché parce qu'on n'est pas le seul à le voir. Et d'ailleurs, le partenaire avec qui on travaille à Paris m'a parlé de Saint-Nazaire. Donc, tu vois, c'est une ville qui est quand même assez connue pour ça. Et il n'y a pas que Saint-Nazaire, il y a toute la métropole autour. Sauf erreur, je crois que c'est autour des 180 000 habitants. Mais même 15 000 habitants sur 180 000 habitants sur 4 ans, c'est gigantesque. Et c'est surtout, nous c'est ce qu'on voit, des entreprises étrangères, notamment européennes, qui viennent et qui... en fait, souvent, ce qui se passe à Saint-Nazaire, c'est qu'ils viennent... Tu vois, tu me posais la question pour les étudiants, les entreprises, c'est pareil. Tous les 3 mois, les gars viennent pendant 3 mois. Donc nous, on a lituanien, estonien, roumain. Enfin, moi, ce que j'aime dire dans l'équipe, c'est qu'aujourd'hui, on a 2 personnes sur la partie gestion locative. Troisième là, qui arrive, l'assistante de direction qui va aussi s'occuper de cette partie-là. Ils parlent 10 langues dans la journée. Parce qu'à la fois, on gère des logements à Paris et en même temps dans d'autres villes satellites. Et donc, quand tu vas à Saint-Nazaire, le matin, tu peux parler. On a des Indiens, on a des Lituaniens, des Estoniens, des Italiens. Enfin, et j'en loupe, ils m'excuseront. Et puis à Paris, on a des Japonais, des Américains. Parce qu'ils louent des logements pour être là sur Paris. Ça peut être en moyenne durée sur des missions, etc. Donc, c'est assez intéressant. Notamment l'école dont je t'ai parlé tout à l'heure, par exemple, c'est des étudiants américains qui viennent. Donc, en fait, toute la journée, tu parles des langues un peu différentes. Alors, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que finalement, même si tu parles pas anglais avec les logiciels de traduction, en fait, ça se fait assez bien. Et d'ailleurs, je parle avec une personne, je serais incapable. C'est moi qui ai repris le dossier là sur un sujet puisqu'il fallait le traiter. Je crois que c'est une Lituanienne avec qui j'ai rendez-vous demain, jeudi, à 14h30, pour faire un point sur un sujet. Et son prénom, je serais incapable de te le dire. C'est Edjulie. Je sais pas, il y a des lettres que j'ai jamais vues de ma vie. Donc c'est assez intéressant de voir cet écosystème-là. Et puis après, on a été présent donc à Nantes, avec qui on a développé. Alors là, Nantes, c'est plutôt des sociétés françaises qui vont louer, aussi des associations, organismes publics qui vont louer. Rennes, actuellement, on n'a pas un gros vivier, donc on s'autorise aussi à louer à des personnes physiques. On se ferme pas à ce sujet-là. On n'est pas obtus sur notre proposition. S'il y a des gens qui veulent investir à Rennes, on laisse le loisir de le faire. Et à Paris, on a de tout. On a à la fois ces sociétés industrielles qui vont nous louer des logements parce qu'elles ont des besoins aussi à Paris et qu'elles font des choses à Paris. On a à la fois l'école que j'ai évoquée et d'autres, j'imagine, qui vont arriver dans le temps. On a des partenariats avec des entreprises qui vont louer aussi sur de la moyenne durée. Enfin, il y a plein de solutions possibles. Donc, selon les villes, on a des tu vas stratégies cibler différentes. différents types de locataires. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que Louis a investi en l'occurrence à Saint-Nazaire. Et je te le disais tout à l'heure, il réalise d'ailleurs un deuxième projet avec nous. Okay. Là, actuellement. C'est qu'il est convaincu. Je pense qu'il sera content de mettre. Mais d'ailleurs, si vous voulez vérifier ce que je dis, vous pouvez aller sur nos avis Google. Parce que je sais que c'est important, il y a des gens qui. Ah bah bien sûr, c'est ce que tout le monde fait en priorité. Enfin, voilà, vous allez et Louis elle nous a mis un avis Google. Donc vous pourrez aller le lire si vous voulez aller vérifier. Je propose qu'on passe au cas pratique. Ouais. Donc la maison, donc je vais l'afficher à l'écran. Hein, donc un T4, une maison, 3 chambres, 2 WC séparés, une salle de bain. En travaux, donc il y a marqué réparation fissure 8 500 €, isolation, cuisine, salle de bain, 2 douches, électricité, donc un total de travaux de 38 000 €. Alors moi, ma première question déjà, basique, parce que mes auditeurs le savent, je suis en pleine rénovation. Enfin, je viens de finir ma rénovation de ma maison, les travaux, je sais ce que c'est. Enfin, on va dire que j'en ai j'ai bien pris cher. Comment tu évalues ce budget de 38 000 €? Bon alors déjà nous on a quand même globalement sur les chasseurs, donc sur l'équipe que j'évoquais tout à l'heure, on a 3 chasseurs. Donc aujourd'hui un sur Saint-Nazaire, un sur Nantes et un sur Rennes. Et moi je m'occupe du marché parisien avec Yana. En fait sur l'estimation, eux vont faire des vidéos, vont avoir l'habitude et parce que les personnes qu'on a aujourd'hui sont des investisseurs immobiliers qui font ça depuis des années. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on se développe peut-être petit à petit et qu'on ne va pas inonder le marché partout. Enfin, il y a plein de raisons qui l'expliquent, mais en tout cas c'est comme ça qu'on avance. Et donc, eux l'estiment. Et après, il y a Nelson, mon associé, qui lui connaît bien les travaux. Et donc, on fait valider après par les entreprises avec des vidéos. Et donc, après, c'est des estimations qu'on fait. Mais en général, on prend aussi, pour être honnête, entre 10 et 20% de marge au supérieur. Et donc, ça nous permet de ne pas faire trop de bêtises. Okay. Et si ça coûte moins cher, tant mieux.
Mais tu vois, jusqu'à présent, Vous n'avez pas eu trop de dépassements, ça va? non, on a fait des erreurs. Je pourrais te les évoquer tout à l'heure si tu veux. Hmm. Mais sur les travaux, non, on n'a pas eu de. Alors après, on n'a jamais. Pour l'instant, peut-être qu'on l'a. Si, là, on a un chantier à 110 000 euros en cours avec un investisseur. Mais en général, c'est plutôt des chantiers raisonnables. Tu vois, autour des 30 000 40 000 Ouais. euros. Enfin, je sais pas Ah, combien ça, tu as fait de travaux, toi, dans ta maison, mais. ben, j'avais prévu 80 000 et je suis monté déjà à 130, tu vois. Ah oui, c'est Et embêtant. c'est embêtant, ouais. Et pourtant, on a fait beaucoup de choses nous-mêmes, hein. C'est ça le pire. Ok. Mais bon, après, Et voilà. comment t'avais chiffré? Bah, avec artisan, hein, avec devis et compagnie. Mais tellement de surprises, en fait, sur le gros œuvre. Après, j'inclus tout, hein. J'inclus les Alors, travaux qu'on a fait à l'extérieur. On a fait des murs en plus, on a ouais. divisé. Il y a Ok. eu, enfin, tu vois, il y a Donc, eu tu as beaucoup, rajouté beaucoup des de choses plaisir. aussi. On a rajouté des choses. Ouais. On a rajouté des choses. Il y a eu des éditions qui ont été prises. Il y a eu des Et après, il y surprises. a autre chose aussi, c'est que nous, notamment les équipes avec qui on travaille aujourd'hui, je pense particulièrement à Saint-Nazaire, c'est peut-être un peu moins vrai sur les autres villes, quoique, ils sont dépendants de nous. C'est-à-dire que je pense qu'à Saint-Nazaire, je vais pas dire 100%, mais 95% des deux équipes, je sais plus si on a 2 ou 3 équipes à Saint-Nazaire, mais au moins 2 qui travaillent sur les chantiers qu'on fait, ils travaillent qu'avec nous. Ouais. Donc, Donc c'est en fait, dans leur intérêt de. donc ils savent qu'ils ont pas le droit. Enfin, quand on leur dit Hmm. tu confirmes qu'il y en a pour tant de travaux, bah en fait Ouais. voilà. Et alors par contre, tu vois, tu me dis pour le prix, on fait pas d'erreur. Par contre, on a du retard sur les chantiers. Oui, bah, ça c'est normal. 2, 3 mois. Et donc ce qu'on fait, c'est que on donne la responsabilité à l'entreprise avec qui on travaille. Donc si on a un mois, on estime que c'est ok. c'est OK. Et si Après, on a plus, en fait, on demande à l'entreprise de déduire de son devis le montant des loyers. Donc si on a prévu 1 500 euros de loyer, c'est le cas là actuellement, on a un bien où on a eu 2 mois de retard. Donc le premier mois, on l'a fait en mode c'est OK pour tout le monde. Deuxième mois de retard, on a déduit du devis 1 500 euros. Et s'il y avait plus de mois de retard, bah, on déduisait. Ok. Donc ça, c'est comme ça. Donc autant sur le prix, on se trompe pour l'instant pas trop. Mais sur les délais, par contre, on peut avoir du retard. Donc ça, c'est assez compliqué parce que là, quand on m'écoute comme ça, les gens vont peut-être se dire bah, pourquoi tu prends pas une équipe de travaux supplémentaire? Parce que c'est pas si facile que ça de Oui, et trouver puis, une non, bonne mais équipe de il faut travaux. qu'il soit réactif, il faut qu'il soit disponible, il faut qu'il soit bon aussi. Ouais. Ça, c'est un truc que j'ai vu sur mes Ouais. chantiers, c'est que tu trouves sur Allo Voisin et machin des gens qui sont dispo rapidement, mais c'est souvent des gens qui se lancent, qui n'ont pas Ouais. beaucoup d'expérience. Et voilà, est-ce que la qualité du travail sera bonne aussi? Ouais. Donc C'est pas tout le temps bon signe que quelqu'un soit disponible rapidement. c'est ça. Donc pour des petits trucs, moi je sais que pour des trucs ponctuels, ça marche, Ouais. mais pour refaire l'électricité ou la plomberie d'une maison, Ouais. c'est un peu délicat, quoi. Je vais citer un petit peu les chiffres, du coup, donc dans la projection financière. Dans ce projet-là, on avait un prix d'achat à 200 000 euros, donc prix d'achat, frais d'agence inclus. À peu près 16 000 euros de frais de notaire, frais de chasse de Kiros, donc de 9 500, travaux de 38 000, ameublement 11 000, et forfait clé en main 5 900. Alors, je m'arrête juste là-dessus, sur le forfait clé en main, donc ça, c'est vos frais à vous, c'est ça? Ouais, suivi des travaux, suivi de l'ameublement, mise en place du premier locataire. Ok. Et Donc, ça, c'est progressif. Ça va de 3 900 à 19 900 euros selon le montant du projet. Ok. Et donc, du coup, vous avez 2 couches de frais, hein. Vous avez les frais de chasse, donc de recherche, le sourcing et tout, et les frais voilà, pour l'accompagnement. Exactement. D'ailleurs, un des investisseurs avec qui on a fait un projet, qui s'appelle Robin, on peut le citer aussi, avec qui on a fait un projet et qui vient de ta part. Alors lui, ça fait 1 an et demi, je crois, 1 an et demi, enfin, c'était sur le premier podcast. Robin avait quelqu'un de sa famille sur le secteur où on a investi avec lui qui faisait les travaux, et donc lui n'a pas pris le forfait clairement, en tout cas pas la totalité, puisqu'il s'est occupé de lui-même de faire les travaux. Okay. Ah, donc il y a quand même une possibilité de le faire à la carte aussi, de pas tout. Alors il y avait une possibilité. Maintenant, c'est plus possible. Aujourd'hui, on a le loisir de pouvoir. Tu vois, ça faisait longtemps que je me disais, est-ce qu'on va refuser des clients, etc. Puis tu le fais pas vraiment parce que finalement, tu as besoin. Et aujourd'hui, on a la possibilité, on l'a fait au mois de décembre notamment, de dire non à des investisseurs. Donc, en soi, c'est pas obligatoire. Mais c'est sûr que si on fait un projet ensemble, que ça se passe bien et que vous n'avez pas pris le forfait clé en main et que vous en êtes occupé vous-même, peut-être qu'on aura moins de facilité à vous renvoyer un deuxième projet. Parce que nous, c'est dans notre intérêt que les personnes passent par l'ensemble du magasin. Bien sûr, si je dois être transparent, bah ouais, voilà. Je comprends. Ok, donc là, on a un projet à 280 000 et en revenu donc, prévisible, donc 21 000 euros de loyer annuel. Taxe foncière 950 et du coup pas de charge de copro parce que c'est une maison. Tout à fait. Assurance. Alors il n'y a pas d'assurance P&O du coup sur ça? Si, elle n'a pas été notée. J'ai pas vérifié les fiches que je t'ai envoyées. Pas été notée. Alors je
je me permets de poser les questions, parce Ouais. que du coup, c'est des trucs qui me viennent. Si je me mets toujours à la place de moi, Bien de, sûr, si vas-y, vas-y. j'investis chez toi, les questions que je te poserai, c'est sur quelle base sont établis du coup les loyers, les 21 000 euros? Alors, sur les secteurs qu'on a, en fait, si tu veux, c'est pas très compliqué. Alors, notamment, là, on va prendre l'exemple de Saint-Nazaire, parce que c'est celui-là. On a quand même un certain nombre d'entreprises en portefeuille. Donc, on sait combien paye une entreprise. Grosso modo, dans une entreprise à Saint-Nazaire, selon les entreprises, les durées d'engagement, etc., c'est entre 250 et 350, voire 400 selon la période par personne logée. En sachant qu'ils mettent en général 2 personnes par chambre. Ok. Donc, tu prends une chambre. Tu sais qu'au bas mot, tu es à 500 euros la chambre, parfois un peu plus. Parce que du coup, dans ce cas-là, on est sur une maison en T4. Ouais. Tu sais en fait que l'entreprise va pas la louer à une famille. Une famille, ça va être loué. Sur Saint-Nazaire? Ouais. Sur Saint-Nazaire. Sauf si on a jusqu'à un T3, ça peut être des managers. Donc Ok. chef, manager, etc. Ça nous arrive. Studio T2, T3, ça peut être manager ou responsable. Ensuite, c'est que les ouvriers. Que On a des des ouvriers. maisons, on a une maison, on a des maisons ou même des immeubles. On a un immeuble là, je crois qu'on a 8 studios et un T3 dedans. Et ils ont mis 4 personnes dans le T3 et une personne par studio en plus au-dessus. Et là, pour le coup, c'est même pas des managers, c'est des ouvriers. Et après, sinon, ils mettent par chambre. Ils mettent 1 à 2 personnes par chambre selon les entreprises. Donc c'est forcément de la coloc. Ouais. Donc, du coup, pour augmenter le loyer. Alors après, la première question qui me vient, c'est le fait d'avoir 2 personnes par chambre, c'est pas de problème en termes de dégradation peut-être du bien ou en termes même de problématiques, tu vois, dans la colocation. Si, clairement, la dégradation du bien, elle peut être accélérée avec ces profils-là. Après, de nouveau, il n'y a pas d'obligation, sur les projets qu'on propose. Ça peut être aussi loué à des personnes physiques, donc ça peut être ce choix-là aussi qui se fait. Maintenant, ce qu'on met en place souvent, c'est que tu as une personne de ménage qui passe de manière aussi, ouais. relativement régulière, ce qui permet d'avoir un œil sur le Oui. logement. Et de Euh, garder aussi la propriété. Et enfin, après, on a la caution aussi où on peut prendre 1, 2, 3 mois selon le bail qu'on fait, même plus. Et donc là, typiquement, on a une société qui est restée un peu plus de 2 ans, là, qui est partie sur une maison qu'on avait fin décembre. La maison était un peu abîmée, on garde la caution, on refait les travaux à l'intérieur et puis ça repart. Mais ça fait. Si, t'as raison. La dégradation, de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que les personnes sont là pour 3 mois. Souvent, quand ils sont là, ils sont un peu tout seuls, donc c'est aussi un peu la fiesta. C'est-à-dire qu'il y a de l'alcool, il y a du machin. Ah Et ouais, c'est des c'est gens ça, qui ils bossent sont- sur des bateaux, ils se lèvent à 4h du mat et ils terminent à 16h l'après-midi. Et puis après, mais bon, de l'autre côté, on est payé. L'entreprise, s'il y a des dégradations, il répare. Et après, il y a des boîtes, sans rentrer dans le détail, parce que ça peut être un débat houleux, mais tu as des nationalités qui prennent plus ou moins soin des logements. Voilà. Ok. Pour être positif, par exemple, les Italiens, j'allais dire étonnamment, mais eux, ça se passe bien. Ok. Tu vois, les Italiens, ils prennent soin des logements. T'as d'autres nationalités, c'est plus compliqué. Et j'imagine tu peux pas non plus choisir en fonction de la nationalité, quoi. Tu peux pas... Non, après, on a des boîtes où on sait qu'on va prendre des cautions plus importantes. Ou voilà, parce qu'on a l'habitude. On a une boîte, tu vois, on a une boîte avec qui on bosse juste sur Saint-Nazaire. Ils nous versent, c'est un peu plus de 11 000 euros par mois de loyer sur les logements qu'on a avec eux, tu vois. Mais c'est un groupe qui fait, je crois que j'ai regardé la dernière fois, ils font 297 millions de chiffre d'affaires. Ouais, Donc, si tu veux, en fait, ce qui est chiant après, c'est qu'il faut l'anticiper au départ au maximum, parce que s'il y a des problématiques, derrière, pour avoir l'argent, tu vois, là, on a eu un sujet avec une autre boîte, c'était lituanienne, celle de je t'ai évoqué où j'ai pris le relais. On avait une facture EDF, on a eu un souci avec eux sur la facture EDF. On a pris quasiment 4 mois ou un peu plus pour avoir le remboursement. Ok. Parce qu'en fait, ils ont des services comptables, il faut justifier, il faut machin. Tu sais qu'ils vont te payer. Mais Ça prend trop de temps, et il y a un autre truc aussi qu'on a appris avec ce marché-là, et c'est pour ça que maintenant on paye nos propriétaires le 25 de chaque mois, c'est que ces boîtes-là considèrent le loyer comme une facture. Et donc du coup, ils vont te payer à 30 jours la plupart du temps. Et ouais. Alors à Donc, un 30 mois jours de en été, c'est un décalage, peu quoi. moins, mais ils te payent. Nous, on reçoit 30-40% des loyers le 20 de chaque mois. Parce qu'ils payent à ce moment-là. Puis après, tu peux faire des prélèvements automatiques qu'on a fait, sauf qu'après, il y a des services comptables qui disent non, ils sont pas d'accord. Du coup, ils rejettent tes prélèvements. Ah, Sauf que nous, avec les montants de loyer qu'on a, il y a des moments, des fois, on se faisait rapatrier 30-40 000 euros. Tu te Ouais. lèves le matin, ils ont récupéré 30 000 balles, les sociétés. Ah, c'est relou, hein. Donc non, on a appris des choses sur ce marché, mais ça reste un marché extrêmement lucratif. Je vais pas peindre le tableau en disant tout est beau, tout est rose tout le temps, mais c'est sûr que c'est des rentas très sympas dans des villes qui se développent bien, où la concentration se développe et de l'activité notamment. Et donc après, c'est comme je dis souvent aux investisseurs qu'on a, hein, quand tu arrives à 7, 8, 9, 10, 12, 13%, comme parfois on a pu le faire,
bah, il faut accepter qu'il y ait une part un petit peu de risque Ah, bah, bien et, sûr. Bah, de et toute où, façon, et pas de où il rendement peut y sans risque. avoir. Mais après, les dégradations, franchement, ça reste globalement marginal. Ou alors, c'est un coup de peinture. Enfin, tu vois, Hmm. ils vont pas fracasser la maison. Les plus grosses problématiques qu'on peut avoir, les trucs les plus chiants, c'est. Enfin, là, notamment, le truc le plus chiant que j'ai en tête, bon, ça va mieux, mais c'était un locataire qui était au rez-de-chaussée. On a acheté les 2 appartements au-dessus. C'était un petit immeuble de 3 appartes. Mhm. Et le locataire au rez-de-chaussée, il disait qu'il y avait des nuisances sonores trop importantes Hmm. sur les locataires du dessus. Après, ils nous Ouais. ont fait. Tu veux que je te raconte bon, ça va peut-être pas nous faire de la pub, mais au moins c'est sincère. Allez, Mais balance des tu veux que je te anecdotes. raconte, on a une anecdote avec. Alors, je sais pas pourquoi ils font ça, les mecs. La nationalité, je la donnerai pas, mais en fait, ils chiaient dans la douche Ah ouais. et pas dans les toilettes. Et je sais pas pourquoi. Mais sauf que la douche, c'est pas fait pour ça. Bah ouais. ça- Comment tu l'as su? Et bah, parce que ça a bouché. Ah oui. Et du coup, il a fallu faire venir quelqu'un pour déboucher. Oh là là. Mais le mec, il a dit, mais je comprends pas, il y a de la merde partout. Et en fait, les mecs Il chiait dans la douche, mais ont il se chié dans douchait la douche, où? mais pendant 6 mois. Mais il se douchait où alors? Bah, je sais Dans pas. les toilettes? Bah, je sais. Bah, écoute, c'est une bonne question. Au lavabo, peut-être, j'en sais rien. Mais. Ah ouais. Alors, après, peut-être qu'ils se douchaient au même endroit, parce qu'en soi, ça a rentré dans le conduit. Mais c'est juste qu'au bout d'un moment, ça a bloqué, quoi, tu vois. Bah surtout quoi, le tuyau d'évac, il est pas fait pour Bah non, encaisser ça quoi. c'est pas fait pour cette taille-là, quoi. Et du Ouais, coup, c'est chaud. donc on a eu des histoires comme ça. Et donc là, et donc c'était ce même propriétaire-là. Et en fait, le problème, c'est que vu que la merde, voilà, il y a eu une fuite. Et donc lui a reçu, bah, il y a eu un dégât des eaux. Et donc lui a reçu de l'eau en bas. De l'eau, Donc, de l'eau mixée avec de la merde, ça doit être super agréable. eh ben, je sais pas. Mais j'imagine que c'est pas le. Donc ouais, il y a des fois, il y a des trucs qui sont un peu. Mais bon, de toute façon, comme la vie de chaque projet, hein, Non mais comme dans tout c'est projet jamais tout immobilier, rose. Hein. moi j'ai envie de dire, dans l'immobilier, dans tous les cas, tu as tellement de choses qui peuvent arriver. Enfin, Ouais. le potentiel, le nombre de problèmes qui existent, il est Ouais. infini en fait. Donc, Mais on a plein de trucs. Là, tu vois, pas plus tard que ce week-end, on a eu un sujet, bah, notamment avec l'école américaine là, qui arrivait. Donc, vu qu'ils alignent en termes de prix, ils sont ultra exigeants. hmm. Et on a une machine à laver qui fuyait depuis un mois, sauf qu'on s'en était pas rendu compte. Et du coup, elle a fait soulever tout le sol parce que l'eau était passée, s'était infiltrée Ah ouais. sous le parquet. Donc, du coup, il a fallu tout changer le sol. Donc, oui, il y a des problématiques qui arrivent, mais en fait, c'est pas parce qu'on a une entreprise que les gens ne vivent pas dans le logement. Ouais, Donc, bien sûr. par contre, l'avantage qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, on peut se narguer de pas avoir d'impayé, etc. Tu vois. Hmm. Donc ça, et globalement, c'est ce que veulent les investisseurs. Bien sûr. S'il y a des problèmes, ça fait partie du jeu. On Puis est là surtout, pour ça, on est payé mais pour ce que ça. j'allais dire, en plus, nous, ce qu'on raconte en termes d'anecdotes et Ouais. les problèmes que tu as limite pour l'investisseur, ils s'en foutent, lui. Parce Ah bah, que ils le savent pas. Ils le savent même pas, en fait. Bah, Donc, je pense que là, enfin, les investisseurs sont même pas au courant. Si, je crois que la douche, on lui avait dit parce que c'était marrant. Mais les investisseurs sont même pas au courant, en fait. hmm. Que y a... Là, le problème de parking que je t'ai évoqué, l'investisseur, il le sait pas. Il le sait pas. Et en plus, on lui a un peu sauvé la mise parce que ils nous ont proposé une intervention en urgence et ils nous ont dit bon, bah, on a quelqu'un, mais pour 900 euros. Hein, on a dit non, c'est mort. Parce que, fallait payer le mec 900. Et en plus, du coup, si tu fais des travaux et que tu as une autre entreprise qui intervient derrière, bah, la décennale, c'est terminé. Donc, on a dit non, c'est hors de Ouais, question, on fait intervenir l'autre entreprise. Mais non, on a des histoires. Hein. Après, moi, j'en ai moins que mon associé parce que c'est lui qui s'en occupe, avec notamment aussi avec Yana et puis à l'époque avec Jeanne. Mais on a des anecdotes marrantes. Ouais, On se les garde pour la fin parce que sinon, Ouais. on n'aura pas le temps de faire les trois cas. ouais vas-y. Je finis juste sur celui-là. Donc, la renta du coup brute était de 149 et renta net 7,15. Du coup, sur la fiche, hein, c'est annoncé un cash flow Ouais. mensuel sur 20 ans avec 15% d'apport. Ouais. Alors, question aussi, pareil, bête, hein, comme un investisseur lambda qui te poserait la question. Mm. Pourquoi vous prévoyez du coup sur 20 ans et pourquoi 15% d'apport? Est-ce que pour quelle raison c'est affiché de Alors, cette on fait ça parce que c'est ce qu'on constate sur la moyenne du marché. C'est qu'aujourd'hui, Ok. les banques, elles ont tendance à demander entre 8 et 15% selon les profils, selon le montant d'investissement. Donc, quand tu parles des 15% d'apport, tu parles frais de notaire, enfin ça comprend Tout les frais compris, de ouais. notaire. Tout compris. C'est pas 15% en plus des frais de notaire. Non, c'est tout Ok. compris. Donc là, je sais pas combien ça représenterait, mais c'est un projet à combien? 200 000, c'est ça? Ou 250 000 peut-être? 280 si tu prends le budget 280. global. Donc après, il faudrait voir parce que nous, on met 15% d'apport, mais il n'y a pas d'obligation et on met 20 ans. Là, par exemple, Louis, si je reprends son exemple, il refait un projet. Je crois qu'il fait un projet à 480 000 et c'est un truc comme ça. Et je crois que son banquier lui a dit tu peux mettre, alors je vais pas
secret précis, mais je crois qu'ils lui ont dit tu peux mettre 15 000 euros d'apport. Donc, en fait, si la banque dit moins ou plus, bah après, c'est à Ouais, tu chaque t'adaptes, personne de bien négocier. sûr, ouais. Nous, Enfin, on toi, met- c'est des exemples pour Voilà. avoir une idée du En chiffre. fait, c'est pour avoir une idée parce que les gens nous le demandent. Donc, Mm. nous, on dit 15%. Après, on a notre logiciel. Si la personne nous appelle et nous dit bah, moi, je vais mettre 10%, je sais que c'est bon, je suis finançable avec 10%, bah, on refait la simule et on modifie. Et pourquoi 20 ans Parce qu'on constate aussi que c'est ce que la majorité des personnes font. Parfois, il y en a qui vont chercher du 25 ans. Mm. Parfois, il y en a qui font un peu moins. Mais globalement, la moyenne du marché prend 20 ans. Donc, voilà, on met 15% 20 ans parce que c'est ce qui est demandé en général. Et sur ce projet-là, Ouais. est-ce que tu peux nous dire un petit peu où ça en est? Est-ce que c'est terminé? Ouais, Et si c'est t'as terminé. des- C'est loué. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe? Est-ce que le rendement, du coup, le loyer s'est bien loué au loyer voulu? Est-ce que le rendement attendu est le bon? Alors, Est-ce qu'il y a des anecdotes sur ce logement? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, tu peux nous en dire alors ouais, on a des anecdotes. J'ai des anecdotes sur ce logement. Donc première anecdote, c'est que ce projet-là de base, ça devait pas être Louis qui devait le faire. Ça devait être un autre investisseur Ok. qui a pris peur sur la partie fissure et Donc il y avait une fissure en fait sur la structure? sur la façade, Sur ouais. la façade? Sur Ok. la façade, mais qui était Fissure. relative. On met la main ou pas dans la fissure? Non, non, tu mets peut-être pas la main, mais tu mets des doigts, ouais. Ok. Et j'allais dire ça pourrait être mal interprété. mais C'est très bizarre, ouais, sorti de son contexte. mais en tout cas, non, c'était une belle fissure. Et donc, non, elle a été réparée par un maçon. On a fait les choses proprement avec des sénales, etc. Mhm. Donc, l'anecdote, c'est qu'il y a un investisseur qui devait se positionner dessus. Finalement, il n'y est pas allé. Donc, Louis a pu en profiter. Et je pense que c'est un très bon projet parce que je pense qu'en plus, la valorisation de la maison est supérieure. Oui, c'est loué. Je crois que c'est loué plus cher. Mais j'avoue que j'ai pas fait mon travail précisément. C'est vrai que c'est ce que je disais. Hier, il y a un investisseur qui a répondu à une de mes stories et il m'a dit c'est quoi les chiffres. Et je dis franchement, je vais pas te mentir, mais c'est vrai qu'on commence à en faire un paquet et du coup, je connais Ouais, plus avoir par tous cœur les chiffres. par cœur, ouais. Mais je crois qu'on a loué plus cher que ce qu'on. Qui est technique. Souvent, on arrive à louer un petit peu plus cher. Pas tout le temps. Ok. Tu vois, à l'inverse, Pierre, avec qui qu'on va évoquer tout à l'heure, lui, c'est aussi pour ça que je voulais mettre celle de Pierre, parce que Pierre, on est un petit peu en dessous du loyer qu'on avait visé. Ok. Mais là, Louis, je crois qu'on est au-dessus. Ouais. Ok. Et donc lui, il loue comme prévu À une entreprise. à une entreprise qui Ouais. loue des ouvriers. C'est des Italiens, je crois, des d'ailleurs. Italiens ouvriers, enfin pour de la moyenne durée, enfin pour les chantiers. quoi. Longue durée, ouais. Longue Longue durée pour le coup. Et oui, c'est ça, ouais, exactement. Ok. Je sais plus si c'est Airbus ou les chantiers, mais c'est l'un des deux. Bon, si Louis écoute cet épisode, dis-nous. Bah, il a écouté Si les tout deux va bien. derniers, donc si tu veux mettre un commentaire, vas-y. Hein. Ok, je propose qu'on passe au deuxième cas. Ouais. Deuxième cas, donc du coup, qui est à Paris. Ouais. Donc Pierre. un T4 à Paris, 108 mètres carrés. Donc pareil, il sera affiché à l'écran pour ceux qui regardent sur YouTube. Donc on a transformé en T6, on a fait 5 chambres. T6, ok, un T4 en T6, ok. Il fait 108 mètres carrés. C'est un rez-de-chaussée, c'est ça? Ouais. Rez-de-chaussée. Logement, bâtiment entièrement rénové, très propre. Donc on est à rue San Fargo. Ouais, c'est ça, dans le 20e arrondissement, au pied du métro. Donc bien placé, j'imagine. 20e, c'est pas le meilleur arrondissement de Paris, mais C'est pas le plus recherché ni le meilleur, mais bon, mais ça bon, reste dans Paris. quand tu vois le prix, je sais plus combien on l'a fait acheter. Alors, on est à un prix d'achat de 550 000. Je crois qu'il l'a, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il l'a eu parce que les prix d'achat, c'est ce qu'on avait sur la fiche, mais je crois qu'on a négocié, il a dû l'avoir à 530. Donc 530 pour 100 mètres carrés à Paris. Ouais, on a moins de 5000 balles le mètre carré, c'est quand même que dalle. Hein. Bon, après, c'est un rez-de-chaussée, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une décote. Ouais, mais oui, bien sûr. Mais 5000 € du mètre carré, il faut se lever tôt le matin. Ouais. Et en plus, le quartier, ça va? le bâtiment, il a été construit. Ouais, le bâtiment, il a été construit en 98, je crois. Donc le bâtiment est pas vieux, tu vois. Ouais. Et le quartier, ça va carrément. Rue Saint-Fargeau, enfin les gens s'y connaissent Paris. Je te dis, le 20e arrondissement, c'est pas le 6e, hein. Mais en même temps, le 6e, c'est 12 000 € du mètre. Oui, ouais. Même plus, je crois. Ok, si je liste du coup le reste de ce que tu as écrit. Bah, pour donner une idée, pardon, pour te Ouais. répondre, je sais qu'il y a un appartement qui était dans le même état, qui a été vendu au dernier étage, qui était un peu plus petit. Donc dans le même état, c'est-à-dire qu'il n'était pas parfait, il était habitable, mais c'était pas zinzin. Et il a été vendu 11 000 € du mètre carré. Ah ouais. Parce que du coup, quand je vois les photos, il n'a pas l'air d'avoir besoin d'une grosse réno. Non, on a Il y fait. a déjà du je parquet. crois qu'il a fait. Bah, Pierre, en l'occurrence, il a fait lui-même les travaux. Et il en a eu je crois, pour 24 000 € de travaux. Donc tu vois, Ok. sur 100 mètres carrés, c'est c'est que dalle. c'est pas énorme. Bah ouais. Et là, en l'occurrence, on a eu le cas. Alors, on a fait un deal un peu particulier avec Pierre, mais on a eu le cas, tu vois, où le locataire terminait une partie des travaux
et meubler l'appartement. Et donc, on a fait franchise de loyer, tu vois, où tu me posais la question. Ouais. Donc là, Ok. on a eu le cas. Donc là, du coup, les locataires visés, c'était qui? Enfin, Alors, de base, déjà, est-ce que le projet est terminé? ouais, le projet est Ok. terminé, c'est Donc mis loué. en location et tout. Ouais. C'est récent, hein, parce que ça a été loué début décembre. Ok. Donc, tu vois, c'est assez récent. On a un engagement de 3 ans ferme de la part de l'entreprise. Donc, Ok. ça, c'est cool aussi. Donc, 3 ans minimum. Renouvelable à tacite reconduction, mais un 369, quoi. Mhm. Et de base, ça devait être loué à une association. Sauf Ok. que bah, la politique a décidé de mettre un peu son nez dedans ces derniers temps. Donc, les associations sont un peu moins en recherche actuellement. Parce que bah, je vous apprends rien en vous disant qu'il y a eu des changements de gouvernement. Alors, on l'a presque oublié, mais il y a 3-4 mois, il y a eu pas mal de changements. On a eu Et 3 premiers ministres en 6 mois. voilà, c'est ça. Et donc, ça impacte, puisque évidemment, ces organismes publics, ils sont financés par l'État. Ouais. Donc ça a été, franchement, ça n'a pas été le projet le plus facile de l'année 2025, mais je trouvais ça important de le mettre parce que bah, ça permet aussi de montrer que c'est pas toujours tout beau, tout rose. Hmm. Bon, finalement, on s'en sort bien et tant mieux. Mais du coup, on devait louer à une association. Les associations qui s'étaient engagées se sont rétractées, donc elles ne se sont pas positionnées sur le bien. Et donc, du coup, on a trouvé une entreprise qui exploite le logement. Ok. Voilà. Et du coup, en termes de chiffres, là, on avait. Alors, du coup, tu n'avais pas mis de travaux, pas de montant de Ouais, travaux là-dessus, mais tu m'as dit, du coup, ça a été pris en charge par locataire. l'investisseur, c'est ça? Ouais, Enfin, il parle par l'investisseur, l'investisseur l'investisseur qui a mis. Alors en fait, ça l'a pas mis, mais enfin on l'a pas mis dans la partie, mais du coup ça a été négocié sur le prix. Je Ok. sais plus si c'est 530 000 ou 510 000 qu'il l'a acheté, Ok. mais on Ouais, l'avait donc, vu que négocié c'était sur le affiché prix. 550, Ouais. ouais, du coup, finalement, il a pu inclure ça. Donc, finalement, Et les on chiffres que on vous avez n'avait mis pas dans mis de cette travaux au boîte départ aussi parce que ça devait être une association et que l'association le prenait en devaient le prendre en l'état. charge. Ok, ouais. D'accord. Et du coup, sur la renta brute, 7,8 et C'est combien renta le loyer qui est net, annoncé? on est à 48 000 annuels. Donc, Donc tu ça fais un fait petit 4 calcul, 000 ça fait par 4 000 mois. par mois, ouais. On est, pas dire de bêtises, je crois qu'on a négocié 3 600 hors charge et on a 330 euros de charge. Donc on est, Ok. on est un petit peu en dessous de ce qu'on avait prévu sur celui-là. Et du coup, donc, tu l'as transformé en T6, Ouais, donc c'est-à-dire qu'il y a 5 chambres, ouais, c'est ça? ouais. Et Ou donc, 4 chambres avec un salon. Et, ok. et cuisine ouverte sur le salon. Ok. Euh, Mais là, en bon, l'occurrence, et t'as ça. celui-là, du coup, comment. Donc, on va dire, sur ce qui s'est passé sur le projet, ça a été Ouais, l'association qui vous a planté, donc c'était un peu la difficulté. ouais. Et pour retrouver un Une locataire, entreprise. ça a été galère ou. Ça a pas été le projet le plus simple, mais on a mis à peu près. En fait, donc en gros, on avait les associations qui sont positionnées. Après, ça m'apprendra pour la suite. J'avais qu'à leur faire signer les documents. Mais bon, en fait, c'est des associations avec qui on travaille déjà. Donc moi, je me suis dit, bon, Ouais, ils tu fais louent nos confiance. logements, ils se sont engagés, ça va le faire pour la suite, quoi. Bah finalement, non. Donc du coup, non, je pense qu'on a mis entre le moment où on a su que c'était pas possible, le moment de la signature. Je crois que la signature s'est fait fin août. Après, il y a eu 1 mois et demi de travaux. Donc on a mis 1 mois et demi à peu près à trouver l'entreprise. Ok. Voilà. Et sur le déroulement, les travaux, etc., enfin, un peu de sujet sur la mise en Non, les location. travaux, ça s'est bien passé. Après, c'est pas nous qui les avons Ouais, gérés. qui vont Donc gérer. c'est lui qui s'en est occupé avec son équipe travaux. Donc il n'y a pas eu de problème à signaler. Non, non. Non, non, la seule difficulté de cette opération, ça a été vraiment la partie locataire. Donc c'est aussi pour dire à ceux qui nous écoutent que bah, c'est l'immobilier, il y a des risques. Et pour le coup, Pierre a très bien joué le jeu. C'est un mec vraiment sympa. Pierre, Donc, si tu nous écoutes. ouais, alors je sais Ouais. pas s'il va nous écouter. Je crois que c'était le hasard pour le coup. Il n'était pas habitué du podcast. Ok. Mais c'est un gars très sympa qui est expatrié au Maroc. Et donc, non, non, on s'est battu. On a bien sorti le projet. On l'a sorti comme on avait prévu. Il y a un petit delta, mais du coup, on lui a fait, sans trahir de secret des dieux, mais on a fait une remise aussi sur nos frais. Parce que moi, j'estimais qu'on avait notre responsabilité. Donc voilà, on a fait un discount sur les frais. Et aussi, on lui a lissé aussi le paiement des frais, puisque de base, on devait être payé en août. Et du coup, là, tu vois, il a commencé à nous payer cette semaine. Donc, Ok. parce qu'il voulait pas que ça soit intégré dans son bilan comptable de l'année dernière. D'accord, ouais. Donc voilà, on s'est arrangé. C'était donnant-donnant pour tout le monde. Et D'ailleurs, petite voilà. question, tu me fais penser. Les investisseurs, tu as des profils types, ils investissent plutôt en nom propre ou via SCI généralement? Bah, là, en l'occurrence, Pierre, c'était en nom propre, je crois. Louis, c'était en SCI. Hmm. Euh, Sur ça, pas de pattern récurrent là-dessus. Si, on a quand même majorité d'SCI parce qu'on a une grosse majorité d'entrepreneurs qui investissent. Ouais, ok. Donc, en fait, tu sais, on a, je sais plus si je t'en avais parlé, mais c'est donc société commerciale.
détenu par une holding qui investit en SCI à l'IS. Et ce qu'on fait souvent pour alors je dis les gars, parce qu'on a quand même une grosse majorité d'hommes. D'ailleurs, mesdames, si vous voulez investir, n'hésitez pas. Parce que là, tu vois, je t'ai donné 3 exemples, c'est 3 hommes. En fait, ce qu'on fait aussi derrière, c'est qu'on fait une intégration fiscale, notamment quand il y a une entreprise commerciale qui est largement excédentaire, puisque la SCI à l'IS, malgré les loyers qui peuvent être intéressants, avec l'amortissement, en fait, vient couvrir plus que les loyers. Et donc, du coup, cet amortissement vient se mettre sur le résultat global du groupe, notamment sur la société commerciale. Et donc là, on a un investisseur, par exemple, qui gagne bien sa vie. Tu vois, je m'en souviens, il m'a appelé, j'étais au Mexique, il faisait son bilan comptable, et son comptable lui a dit que les impôts devaient lui rembourser, alors je sais plus, ça devait être 80 ou 90 000 euros. Je crois qu'il payait 300 ou 350 000 d'IS, et ils lui ont fait un virement de 80 90 000 euros pour le rembourser, parce qu'il avait payé trop d'IS grâce à l'amortissement des biens immobiliers. Ok. Donc ça, c'est la une bonne externalité positive qui est quand même cool, quoi. Ouais, En plus des loyers, si vous êtes entrepreneur, je sais jamais, mais cette intégration fiscale peut être cool parce que au-delà des loyers, au-delà de la valorisation de votre patrimoine, vous avez derrière ce résultat qui vient d'être minoré. fiscale à faire, ouais. Alors on est en France, hein, rien n'est gratuit, Oui. donc à la sortie potentiellement vous allez payer, mais selon le montage que vous faites, notamment si vous avez des enfants, si vous arrivez à intégrer vos enfants dans la boucle, peut-être que cet impôt sera payé beaucoup plus tard, puisque là, tu vois, cet investisseur à qui je pense, il a fait intégrer ses enfants. Alors, ça lui a coûté pas loin de 100 000 euros quand même, pour que ses enfants soient intégrés dans l'ensemble du groupe. Mhm. Mais du coup, si demain il décède, il y a les assurances sur ses crédits. Donc, ses enfants héritent de sa société, qui vaut, je sais plus, 4 ou 5 millions d'euros. Et on a acheté pour autour des 5 millions d'euros d'immobilier. Il a acheté à peu près autour des 5 millions d'euros d'immobilier avec nous. Donc en fait, ses enfants vont hériter. Il a 2 enfants. Ses enfants héritent de ça. Parce qu'en plus, les crédits, grâce à l'assurance décès invalidité qu'il a pris, seront remboursés si jamais il décède. Donc c'est quand même un cadeau sympa. Sauf erreur, je crois que c'est l'expert comptable qui s'appelle Mathieu qui m'avait confirmé ça, sans frottement fiscal. Donc c'est quand même pas négligeable en termes Ouais, d'héritage. ouais. Alors j'espère qu'il va pas mourir demain, mais Oui, il j'espère a fait un sacré beau cadeau à ses enfants quand Ah même. putain, ouais, ils vont être contents, je pense. Je te propose de passer au dernier cas pratique, où on est sur un projet de location nue, donc un studio de 34 mètres carrés à Nantes. Ouais, alors c'est 2 studios. Ah ok, C'est 2 D'accord. studios, c'est mal écrit, mais c'est 2 studios. ok. D'après les photos que je vois, je pense que ça méritait quand même un petit coup de réno. Ouais, on a Euh, fait une bonne petite réno, ouais. donc 32, donc de 34 mètres carrés, premier étage, copropriété bénévole, ce qui est toujours bien pour les charges. Exactement. Et du coup, sur la différence entre renta brute et renta net. Ouais. Situé en plein cœur du quartier prisé de Saint-Donatien. Alors, je connais pas du tout Nantes, mais C'est dans Nantes, c'est dans le centre-ville de Nantes. ok. Avec un engagement 12 ans ferme pour l'entreprise, donc ça c'est plutôt bien. Tout à du fait, coup. tout à fait. Alors pour corriger, ça devait être 12 ans, mais en fait on avait une proposition à 12 ans et une proposition à 6 ans. Sur 6 ans, le loyer était un peu plus élevé et le propriétaire a décidé de prendre la proposition à 6 ans. Donc Ok. on avait les 2 propositions. Et- Je sais plus combien c'était, mais je crois que ça devait être 500 et quelques pour 6 ans et 480 ou 490. Il y avait un écart de 30-40 euros par logement. Ouais. Et du coup, il a dit, il m'a dit, mais au bout de 6 ans, ils vont faire quoi? Je dis, bah, ils vont probablement reconduire. Il m'a dit, donc on s'en fout. Je dis, bah, théoriquement, on s'en fout. Et il me dit, bon, Ouais. bah, on prend 6 ans. Et du coup, voilà. Mais on avait Ok. les 2 propositions. Mais il a fait ce choix-là, pour être précis. Ok. Et du coup, recommandation de travaux, rénovation globale en conservant la structure des mezzanines, électricité, cuisine, sol, isolation de peinture, donc c'est une réno totale. Et là, tu vois, c'est une société française qui est locataire, en l'occurrence. Et donc, estimation de travaux à 25 000, prix d'achat 115 000, frais de chasse 5 700, frais forfait clairement 5 900, ameublement 3 000, et objectif de loyer annuel à 12 000, charge de copro 200, donc j'imagine parce que c'est une copro bénévole, Ouais. assurance PNO 200, taxe foncière 760, gestion locative 863. Donc, on a rentabilité brute 7,30 et rentabilité nette 6,60. Et Mhm. rentabilité net, hors frais, avec les frais de gestion, 6,07. Comment s'est passé ce projet? Est-ce qu'il est déjà fini? Il est déjà fini, il est déjà loué. Je t'ai envoyé que des projets qu'on avait terminés. Ah, ok. Bah ouais, parce que sinon, c'est compliqué d'avoir un avis sur un projet Ouais, qui est en c'est cours. Donc, du coup, comment s'est passé au niveau des travaux, la recherche du locataire, la renta, est-ce qu'elle est respectée? La renta, elle est respectée. Je crois même qu'on est au-dessus parce que du coup, il a fait le choix du 6 ans ferme et pas du 12 ans Ok. ferme. Bien rénové. En plus, du coup, ça lui fait 2 studios à Nantes. Ça, c'est vous qui avec- l'avez rénové? Enfin, Ouais, c'est- là, c'est nous qui avons fait les travaux. 2 studios à Nantes,
franchement top. Là, franchement, il a fait une super opération. C'est un petit projet en termes de montant, Hmm. mais ça donne aussi une échelle parce que tu vois, on va de 150 000, Ouais, jusqu'à 280. 600 C'est 000. pour ça aussi que j'ai choisi ces projets-là. Pierre, ça devait être quoi, 600 ou 650 Ouais, au global, un truc comme ça. Donc ça donne un peu une échelle sur les projets qu'on fait. Et on fait même des projets plus gros à plus d'1 million. Mais là, en l'occurrence, on n'en a pas eu avec les personnes qui ont écouté le podcast. Enfin, je crois pas. Donc, non, ça s'est très bien passé. Très beau projet, je suis content. Ça a été sport aussi avec le locataire parce que lui s'était engagé. Bon, après, on a un bon relationnel avec eux. C'est une entreprise, en l'occurrence nantaise, qui est sur le secteur national et qui est une entreprise familiale, et Ok. donc qui s'est positionnée. Et donc, il loue, qui loge ses employés aussi. Ouais, alors en l'occurrence, c'est un peu particulier. Je préfère pas rentrer dans le détail parce qu'il faut aussi qu'on garde un peu de secret sur ce qu'on fait. Mais en fait, c'est une entreprise qui loge, si tu veux, des collaborateurs, mais pas directement de leur entreprise à eux, qui loge des collaborateurs d'entreprises partenaires. Ok. Et bon, si tu veux, je peux aller un petit peu plus loin, mais en gros, en fait, c'est une entreprise familiale qui existe depuis une trentaine d'années qui fait 20 millions de chiffre d'affaires. Et en fait, je crois qu'ils sont 150 collaborateurs. Et ils travaillent avec des organismes nationaux, notamment pour les intérimaires et les travailleurs du spectacle. Donc sur Paris, ils logent les travailleurs du spectacle Mhm. et les intérimaires au niveau national. Et là, c'est le cas à Nantes. Ok. Donc eux se portent locataires et après s'occupent de travailler directement avec ces organismes-là. Donc directement avec l'entreprise intérimaire ou Et l'entreprise est-ce dans que le tu spectacle. fais signer les baux, enfin, tu trouves tes locataires en signant les baux avant la fin des travaux, Ouais. à chaque fois? Euh, Ou au moment de la signature, enfin, est-ce que au alors, moment où tu as ton acte de vente de signé, est-ce que c'est déjà signé ou est-ce que des fois tu as une petite vacance Alors, locative? auparavant, on faisait signer dès le départ, mais on a eu trop de problèmes en fait, et c'est pour ça qu'on le fait moins, voire plus, où on a eu du retard. Parce qu'en fait, souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on signait dès le compromis avec l'entreprise. Hmm. Mais en fait, entre le moment où on signe le compromis et le moment où le projet il est livré, tu peux avoir des retards sur les travaux. On l'a Ouais. évoqué tout à l'heure. Tu peux Avec la avoir, banque, le notaire, les machins. il suffit que tu tombes. En fait, tu lances ton projet, par exemple, en juillet, mais en fait, les travaux se terminent en décembre. Bah, tu manges 15 jours parce qu'en fait, c'est les vacances de Noël et tu l'avais peut-être pas pensé à ce moment-là. Tu pensais terminer avant les Hmm. vacances de Noël. Et l'entreprise, si elle loge pas ses collaborateurs à l'instant T chez toi, bah, elle va te dire attention, moi, c'est l'hôtel de l'autre côté, ça coûte tant la nuit. Ouais. Donc, une fois, ça passe, deux fois, ça passe. Au bout d'un moment, après, tu perds tes contacts. Hmm. Donc, aujourd'hui, non, on a tendance à le faire un peu, Au un dernier moment, peu, ouais. un peu sur la fin. On a des pré-engagements, mais on Hmm. signe moins les contrats. Et du coup, bah, de l'autre côté, ça peut créer d'autres frictions, notamment avec des locataires qui nous lâchent, typiquement l'association, comme on a eu le cas avec Pierre, par exemple. Donc voilà, c'est jamais facile, il faut être un peu sur les deux pans en même temps. Hmm. Mais c'est aussi pour ça qu'on fait aussi beaucoup de projets aujourd'hui qui ont la possibilité, notamment celui que tu viens d'évoquer là avec Michael, qui ont la possibilité d'être exploités sous deux formes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'entreprise qui nous le loue ce prix-là. Mais en fait, si on le loue sur le marché classique, on va même pouvoir le louer plus cher. Donc en réalité, c'est pas un problème. S'il faut, on pivote et on passe sur un marché traditionnel si jamais l'entreprise, par exemple, nous fait faux bon ou autre, pour on puisse avancer rapidement malgré tout, Ok. sans problématique. Et par exemple, tu vois, enfin maintenant, vu que vous avez quand même votre réseau finalement, hein, vous avez déjà pas mal de. Ouais, Est-ce que par exemple, tu fais par exemple, une sorte d'appel d'offres en disant, ben voilà, on a un nouveau projet qui sort à tel ouais. endroit, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que tu fais une sorte de consultation, tu vois, des Oui, entreprises oui, en sur amont? certaines villes. Ouais, certaines villes, Sur ouais, là où Paris, t'as. sur Paris et Saint-Nazaire. Ouais, Quand on a ok, suffisamment d'entreprises pour pouvoir le faire. ok. Ouais. Ouais. Et puis ensuite, quand tu trouves pas, après, tu fais comment pour les recherches? C'est quoi? C'est du bouche à oreille? C'est le bon coin? C'est. Écoute, jusqu'à présent, on a toujours trouvé. Donc ça va. Mais si on trouve pas, je te dis, en fait, les projets qu'on a peuvent pivoter pour, Ouais, euh, peuvent pour se pivoter louer sur un éventuellement marché sur. traditionnel. Donc si au bout d'un moment, on trouve pas, on louera à des Ouais, personnes physiques. ok. Voilà. Je crois qu'on arrive pas loin de la fin, Maury, avant qu'on se fasse sortir. Ouais. J'avais encore quelques questions. Alors, la première là, que je voulais te poser, qui est peut-être pas la plus agréable pour toi, mais Ouais. je pense que c'est important de le préciser, c'est que tu vois, les sociétés d'immobilier clé en main, ça a fleuri énormément, je dirais, post-Covid ou juste un peu avant. Ouais. Et depuis la remontée des taux, ben, il y en a beaucoup qui ont mis la clé sous la porte. Ouais. Alors, je ne citerai pas de nom, mais il y en a beaucoup, voire Ouais. enfin, beaucoup. Pourquoi vous allez bien? Comment vous tirez votre épingle du jeu? Et est-ce que tu es inquiet sur l'avenir, sur l'immobilier clé en main en France? Alors, inquiet, non, mais je me pose des questions. Forcément, en effet, tu as raison. J'ai appelé récemment une personne d'un des leaders. Alors, tout le monde ne sait pas casser la gueule.
Notamment, je pense à investissement locatif, par exemple. Ouais. J'ai eu Maniel Ravier au téléphone il n'y a pas si longtemps que ça, une quinzaine de jours peut-être. Et justement, je lui posais des questions pour avoir du retour. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses qui l'expliquent. Déjà, il y a des modèles qui ont voulu aller sur de la super-croissance, ce qui n'a pas été le cas, par exemple, d'investissement locatif. Et donc, ont levé des fonds. Et c'est un modèle qui est difficilement scalable, en tout cas à une vitesse extrêmement importante. Donc, ils ont fait les erreurs avant nous, ce qui nous permet de nous les éviter. Deux, investissements locatifs sont là depuis longtemps. Et eux, on a discuté avec eux. Et donc, ils rencontrent aussi des problématiques. Mais nous, ça permet de les anticiper. Notamment en faisant le choix, par exemple, de passer avec beaucoup de salariés. Nous, on fait le choix aujourd'hui d'avoir principalement, en tout cas sur la partie chasseur, des freelances, enfin même exclusivement des freelances. Donc ça nous permet, nous, d'avoir plus de souplesse sur cette partie-là. Et puis 3, après, on a une taille d'entreprise qui est nettement plus petite que les plus gros. Ouais, Donc moins de charges, ça moins nous permet d'avoir de l'agilité. On fait attention aux dépenses, on fait attention à la trésorerie. On essaie de se protéger le plus possible sur beaucoup de sujets. Et on essaie de faire les choses le mieux possible. Mais c'est aussi pour ça que notre croissance, elle est limitée, qu'on se développe bien, mais qu'on fait pas 50 projets par mois aujourd'hui parce qu'on y va progressivement petit à petit. Et donc voilà. Mais c'est sûr que c'est un modèle qui a été très, très meurtri ces dernières années. On y pense. Moi, quand tu m'as demandé, on en a parlé pour la question, on l'a évoqué. Moi, j'ai pas de tabou là-dessus, mais c'est sûr qu'on fait d'autant plus attention à ce qu'on fait en se disant, attention, on est sur un marché qui est pas si facile. Donc, soyons vigilants, notamment sur la partie travaux. On peut rencontrer des grandes problématiques. J'en ai discuté avec beaucoup d'entreprises. Donc là, tu vois, c'est là, pour moi, c'est là le pain point, il est là, en fait, je pense. La partie travaux, tu vois, là, on est en discussion avec plusieurs cabinets d'architecture pour qu'eux puissent prendre le relais sur cette partie-là et que du coup, cette partie-là soit déléguée entièrement à un cabinet d'architecture qui nous facture. Ça coûtera plus cher, c'est pas grave, on fera moins de marge. Mais par contre, on sera plus tranquille. Et aujourd'hui, Kairos, c'est une entreprise rentable? C'est une entreprise rentable, ouais. Ok. Ouais. Moi, je me paye, mon associé se paye très bien. Tant mieux. Et ouais, on est rentable. Alors, j'ai pas eu encore le bilan là qui va tomber, mais je pense que, franchement, j'ai jamais gagné autant d'argent de ma vie que sur 2025. Quoi. Ok. Complètement. Félicitations. De toute façon, je t'ai donné. Alors, c'est vrai que je sais jamais si on doit donner les chiffres, mais je te les ai donnés avant le podcast. Donc, et je pourrais te les montrer si tu veux sur Conto. Je l'ai dans la poche. Non, je pourrais te montrer. Je veux pas non plus rentrer dans ce niveau d'intimité. Moi, ça me dérange pas. Hein. Franchement, je préfère être sincère. Je pense que c'est un peu le fake it until you make it. J'ai remarqué que, en fait, nous, en tout cas, vu qu'on a beaucoup d'entrepreneurs en investisseurs, tant que tu fais. J'ai une barre à peu près jusqu'à 1 million d'euros où, en fait, tant que tu fais pas ça, tout le monde exagère un peu ses chiffres. Et puis, arrivé à ce niveau-là, les gens ont tendance à le dire avec plus de facilité. Donc, voilà, non, mais ça a été dur. Franchement, c'est pas facile au quotidien. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie passée. Des fois, je me dis, mais putain, on ferait mieux de se faire un truc simple. Mais bon, t'as l'impression que c'est toujours plus facile ailleurs et finalement, ça l'est pas. Donc, Ouais, après, je pense que chaque projet aussi a ses contraintes, ses difficultés et tout. Hein. Je pense pas qu'il y ait Moi, ce qui me motive vraiment, c'est les perspectives pour la suite. Parce que je me dis, en fait, si on commence à être bien installé, on a vraiment la possibilité d'aller chercher des projets gigantesques et faire des trucs vraiment sympas. Parce que là, par an, vous avez fait combien de projets, par exemple, en 2025? Je sais pas. Je sais pas combien de projets on a fait. Alors, à la dizaine près, en général, on en fait à peu près, selon les mois de l'année, entre 3 et 7. 3 et 7 par mois. Ouais. Ok. Donc je pense qu'on a dû faire... Une petite centaine cette année Non, moins que ça. Tu fais, disons, en moyenne 5, donc 60. Ouais, ok. Je pense qu'on doit être entre... La vérité, elle doit être entre 45 et 70 projets, je pense. Ok. Mais ça, c'est juste sur les projets clés en main. Et après, on a ce qu'on appelle la captation dans le diffus. Et là, on a récupéré... je sais pas, cette année, on a dû récupérer, pareil, une cinquantaine de logements en plus, je pense, en gestion. Ça, je peux te le donner. En gestion recurring mensuelle, parce que je le sais, le chiffre, en tout cas, fin d'année, là, on a récupéré peut-être 1 ou 2 logements depuis fin 2025, mais, donc depuis le 31-12. Mais on était à 15 800 € de recurring mensuel en gestion locative. Ok. Donc ça c'est ce qu'on fait en recurring gestion. Et après, sur la partie clé en main, ça c'est évolutif selon le nombre de projets qu'on fait et la taille du projet, quoi. Okay. Mais voilà la data que je peux te donner à peu près sur la situation actuelle, uniquement sur la partie gestion locative. Et après, les gens peuvent faire les calculs par eux-mêmes. 50 projets par an, avec un ticket moyen qui est évolutif. Mais... Bon, de toute façon, on fait comme dans le dernier épisode. Pour te contacter, premier lien en description. Ouais. Tu proposes un rendez-vous, j'imagine, découverte, d'échange gratuit.
Ouais, c'est ça. Si vous avez un bien à louer, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez un projet d'investissement, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous savez pas si vous pouvez investir, n'hésitez pas à nous contacter. Est-ce que tu as un petit cadeau pour mes auditeurs quand même? Je sais plus si on avait fait ça l'année dernière. Je crois pas, non. Non, je crois pas. Enfin, en tout cas, personne ne me l'a réclamé si on l'a fait. Normalement, je demande un petit cadeau, mais bon. Mais Mais déjà, bon, dites que vous venez de ma part. Bon, après, voilà, je précise aussi pour être transparent, c'est un épisode qui est sponsor aussi Ouais. par Amaury. Donc voilà, après, enfin, moi, à la limite, moi, je veux pas toucher d'affiliation parce que forcément, voilà, j'ai déjà, on va dire, mon. Non, un petit j'ai ça. cadeau. Mais si- Je sais pas ce qu'on peut. Bah, écoutez, demandez-moi le cadeau si vous venez en visio et puis j'essaierai de vous trouver quelque chose à ce moment-là. Mais non, franchement, sincèrement, je le fais parce que déjà, je t'aime bien et je trouve ça cool. Moi, j'aime bien faire des podcasts et que surtout, ça nous a apporté. Je pense qu'au global, bah, l'année dernière, du coup, on a fait 3 projets. L'année d'avant, on a dû en faire 5 grâce au podcast, donc ce qui est quand même cool. Et donc ça fait entre 5 et 10 projets réalisés grâce au podcast. Donc pour nous, c'est une manière. Et puis, je le vois bien, ça crée aussi du trust. Et surtout, bah, ça nous apporte des investisseurs de bon niveau qui vont réinvestir ailleurs. Donc, Mais oui, j'ai une audience très qualifiée à Amaury. franchement, sincèrement, j'en ai fait un paquet de podcasts. Mais sincèrement, alors j'étais il n'y a pas longtemps avec Mathieu Stéphanie. Il m'a ramené en voiture à Charles de Gaulle Étoile. Ok. Donc il m'a dit ça m'intéresse ce que tu fais et tout. Donc je lui ai envoyé un mail, mais bon, on verra si. Mais pour l'instant, sans avoir fait son podcast, donc je sais pas, mais j'en ai fait quand même quelques-uns. Notamment avec Mathieu, que tu connais, Mathieu Faraco. Je suis passé sur sa chaîne YouTube, qui est devenu un ami. Et franchement, les résultats ailleurs sont. Enfin voilà, si je reviens, c'est qu'il y a une raison. Donc franchement, non. Ouais, Franchement, j'espère c'est cool. en tout cas que les auditeurs ont été séduits par notre échange et surtout par les cas pratiques qu'on a présentés. Enfin, l'objectif, encore une fois, c'était pas juste de reparler des avantages et inconvénients de la niche sur laquelle Ouais. tu t'es positionné, mais plus dire, OK, voilà, ça fait 2 fois qu'on en parle. Il y a des auditeurs qui se sont lancés chez toi. Ouais. Bah voilà, il s'est passé ça, les chiffres sont ça. Mm. Il n'y a pas de promesse de rendement de 15-20%, non, il y a des promesses, enfin, on parle de 7-8% avec du levier. En sachant que je t'ai aussi volontairement envoyé ceux qui avaient des rendements bas par Ok. rapport au projet qu'on a fait. Parce que je connais la chanson, si j'envoie des rendements à 10%, les gens ils vont vouloir au moins du 10%. Ouais, Donc on a fait des projets avec certains de tes auditeurs avec des rendements plus importants. Ok. Mais voilà, je préfère les peu gens sur la aujourd'hui qui fourchette nous basse. contactent. Moi, ce que je demande à chaque fois, est-ce que ce que vous voulez, c'est comme tout le monde, vous voulez investir et que votre projet s'autofinance. Aujourd'hui, c'est la grande partie de nos investisseurs. Et si on a un rendement supérieur, bah, tant mieux. Ouais. Et on fera le maximum pour que ce soit le plus rentable. Mais attention à ce qu'on prenne pas trop de risques non plus, parce que sinon, ça peut être déceptif pour la suite. Et moi, j'ai envie de bien dormir la nuit. Ok. Donc voilà. Et petite précision, on n'en a pas parlé, mais si vous voulez maintenant alors, ça sera peut-être disponible selon quand vous l'écoutez sur l'Apple Store. Ça fait des mois qu'on y travaille, mais on a du mal. Mais sur la Play Store, si vous voulez télécharger l'application Kairos, vous pouvez la télécharger. Est-ce que c'est dispo sur Android, c'est ça? Exactement. C'est Ok. dispo sur Android, donc KYROS, comme c'est noté ici. Ouais. Et vous avez le petit logo, c'est un K avec notre couleur. Bon, alors ceux qui nous écoutent le voient pas, mais c'est une couleur un peu. KYROS. De toute façon, il y aura Ouais. le lien dans la description donc, du site pour prendre rendez-vous avec toi. C'est Et ça. puis je mettrai le lien Alors vers ça la sera avec description. moi ou avec Florian, puisque l'équipe grossit, donc du coup maintenant on a un commercial, alors qu'on appelle aussi closer, mais quelqu'un qui s'occupe de cette partie-là. Donc ça sera avec lui ou avec moi, et peut-être que si vous nous contactez plus tard, ça sera peut-être plus moi, mais en tout cas pour l'instant c'est encore moi qui répondrai Ok. pour partie. Écoute, merci beaucoup Amaury. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin sur quelque chose qu'on aurait zappé, qu'on n'aurait pas dit, d'important? Non, je pense que évidemment, vous l'avez compris, l'idée c'était de parler de Kairos et de ce qu'on fait, et de motiver à le faire. Mais quoi qu'il se passe, moi, le message que je veux donner, c'est vraiment d'investir en bourse, c'est très bien, enfin sur plein de domaines. L'immobilier, même si je pense que jusqu'à 2028, ça va pas être facile, parce qu'on a un président de la République qui est pas très favorable à l'immobilier. Mais à un moment donné, factuellement, ils vont être obligés d'atténuer les contraintes qu'ils ont positionnées dessus, je pense. Ils l'ont fait, par exemple, avec le DPE, pas plus tard que là, il y a quelques jours. Donc les choses vont évoluer. C'est pas parce que pendant 1 ou 2 ans c'est plus compliqué l'immobilier qu'il faut arrêter. Je pense que sur une vision temps long, on est quasiment systématiquement gagnant. Et donc investissez dans l'immobilier. C'est vraiment, je pense qu'il y a vraiment 2 choses pour s'enrichir. L'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, c'est quand même relativement aléatoire et relativement difficile. Tu connais le parcours, je le connais aussi. Enfin, je connais une partie du parcours, en tout cas le début à minima. Et franchement, c'est pas simple. L'immobilier, c'est plus facile.
Par contre, ça comporte aussi des contraintes. Mais si vous voyez, et c'est Yoni, je ne sais pas sûr que c'est Yoni Bouchbone qui m'a dit ça, Oui, le gars qui a la MDB Academy, qui est un bon copain, voire même un ami maintenant, et qui a dit, en fait, le problème de l'immobilier, c'est quand on investit, on se dit ça va être ultra passif. Mais en fait, si on considère l'immobilier comme entrepreneurial, bah, on se dit que c'est pas si chiant que ça, en fait. Donc, mais c'est sûr que si tu le vois comme un investissement passif, tu es déçu parce Ouais. que c'est plutôt du semi-passif. ouais. Et si tu le vois comme un truc entrepreneurial, bah, tu te dis ça va en fait. C'est Par rapport tranquille. à une vraie boîte. Ouais. C'est sûr que par rapport à une boîte, à gérer une boîte, c'est moins contraignant. Ouais. Mais par rapport à de la SCPI, bah, c'est plus contraignant, quoi. Tout à fait. Mais on a des rendements, parce que les rendements qu'on a évoqués avec Thomas, c'est sans valorisation de l'actif. Ouais, bien sûr. Or, il y a quand même des chances pour que, notamment sur les marchés sur lesquels on investit, pour que les biens se valorisent dans le temps. En tout cas, le passé nous l'a montré. Donc non, c'est et le mieux, si vraiment l'objectif c'est de s'enrichir, parce que j'imagine que si les gens écoutent ici aussi, c'est Ouais, en partie et sinon pour bah, beaucoup pour en ça. tout cas, c'est pas pour perdre de l'argent, quoi. Voilà. Bah, le mieux, c'est de conjuguer les deux. Si vous avez la possibilité de le faire, très clairement, avoir une société commerciale, comme j'ai dit tout à l'heure, dans une activité qui vous plaît, quelle qu'elle soit, à partir du moment si elle est lucrative et qu'elle vous permet d'en vivre ou même de gagner plus que simplement en vivre, avec un montage holding société SCI LIS, que ce soit investir avec nous, évidemment, on sera content de le faire, mais si c'est avec quelqu'un d'autre ou même vous-même, faites-le parce que c'est vraiment la solution, je pense, la mieux optimisée aujourd'hui en France. D'après ce que je connais, pour des personnes qui ne sont pas multimillionnaires, genre 100, 200 millions ou milliardaires, parce que nous, on a des profils qui vont jusqu'à notre plus gros investisseur. Il a une boîte qui fait. Enfin, on a plusieurs investisseurs, je ne connais pas exactement, mais qui font entre 10 et 15 millions de chiffre d'affaires par an. Donc, on a quand même des investisseurs qui ont des boîtes de bonne taille. Et je vois bien que c'est quand même le meilleur modèle pour s'enrichir, parce qu'on peut lever de la dette massivement. Et ça, c'est pas anecdotique en France. Alors, au départ, ça fait pas grand-chose. Et les gens, du coup, des fois, ils gueulent parce qu'ils ont le crédit derrière et donc il faut absolument que ça débite. Mais enfin, ils gueulent, on voit bien qu'il y a de la pression, quoi. Mais par contre, quand on voit un différé ou que les gens ont remboursé, bah, c'est pas anecdotique, hein, l'argent qui tombe tous les mois. Et pour le coup, c'est peut-être pas passif à 100%, mais pas loin. Quand on s'en occupe, il y a quand même pas grand-chose à faire, quoi. Bah, c'est sûr que comparé, encore une fois, à l'entrepreneuriat, c'est moins. Mais après, faut être franc aussi. C'est pas voilà, il y a quand même des petits soucis au quotidien, quoi. Il y a Si, des, quand il y a on des fait, petits quand on fait soucis, on les a évoqués tout à l'heure. Après, ça fait partie du jeu, hein, on n'a rien sans rien. Bien sûr, on a- Enfin, je veux moi, dire, j'appelle ça ouais, du rendement il y a des gens qui vont entrepreneurial, travailler pour un taf qu'ils n'aiment pas tous les jours quoi. Ah oui, mais ça, c'est et qui encore autre font chose, ouais. 35, 39 heures. Et encore, je parle que de la France, hein. Dans le reste du monde, quand je vois les reportages, moi, quand on voit en Indonésie ou ailleurs les petits jeunes qui ont 15 ans et qui vont ramasser du plastique. Moi, j'avais vu un reportage, c'était sur Thalassa à l'époque, d'un gars, je te jure, ça m'avait donné un coup de boost. Le gars sur Thalassa, il était là et puis il vivait dans un cimetière. Je sais plus dans quel pays c'était, mais ça devait être en Asie. Et en fait, le gars, il était là et il pleurait parce qu'en fait, il pouvait pas étudier vu qu'il devait aider ses parents pour gagner de l'argent. Et ça m'a fait un électrochoc pour la suite parce que je me suis dit, mais en fait, on se rend pas compte de la chance qu'on a là où on en est. Alors évidemment, c'est imparfait, mais franchement, si on se donne les moyens, il y a quand même des choses cool à faire, quoi. Puis on est un mercredi midi, un mercredi matin ici tous les deux. C'est quand même, il y a plus chiant comme vie, quoi. Ah, c'est clair. Moi, je trouve terminer là-dessus, Amaury. Merci beaucoup encore pour ta venue. Merci Je à vous toi. invite à checker Kiros Imo dans le lien en description, le premier lien, si vous voulez discuter d'un potentiel projet ou d'une gestion locative avec Amaury. Sur ce, Amaury, à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Salut. Salut.